Eh bien bonjour, donc dans ce deuxième live de la saison 2023-2024 du Gaming Lab. Bonjour à tous. Je profite donc de ce deuxième live pour présenter nos 3 emplois étudiants, donc recrutés sur le projet Loup, puisque la dernière fois vous ne les aviez pas vus. Donc de gauche à droite pour moi, euh, Florine, Lucie, Arthur et Jérôme, qu'on ne présente plus. On était un peu Là, vexé parce qu'on était obligé d'asseoir Arthur sur un fauteuil, parce que sinon il débordait parce qu'il était. Debout, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Voilà. J'ai l'impression d'être un président d'il y a 14 ans. donc bienvenue dans ce deuxième live. On va revenir sur 2 temps forts d'accompagnement, déjà, depuis la dernière fois. On va ensuite passer en revue 2 projets en cours de développement. Et on va revenir sur les jeux qu'on a testés depuis la dernière fois. Hop, donc top. Vous avez en plus en image derrière moi les illustrations des moments dont on va parler. Parce qu'on n'est pas tout à fait en fait dans nos lieux Oui. habituels. Oui, c'est vrai qu'on va repréciser ça. Donc, on est sur le plateau, on est en phase de rodage, et donc on teste une nouvelle installation, plutôt format plateau télé. Donc, on est dans un studio. On revient donc sur PrépaBloc, une UE libre pilotée par un enseignant qui s'appelle Benjamin Menahem. Une UE qui a été aussi scénarisée avec notre collègue Nadège Poisson. Je vous laisse revenir peut-être dessus, puisque vous étiez tous là pendant cet événement. Oui. Alors, oui, donc PrépaBloc, hein, l'idée c'est de préparer des futurs chirurgiens qui vont aller au bloc, des futures infirmières spécialistes du bloc, des IBOD, et aussi dans les étudiants, il y avait des étudiants en robotique qui étaient présents. Et donc l'idée était d'avoir pendant une semaine ces étudiants qui vont faire ensemble avec leur orientation métier un petit peu différente, un projet de jeu, donc à travers une game jam qui a commencé le lundi et qui a fini le vendredi matin avec une présentation devant un parterre de chirurgiens, cardiologues, cadres de santé. Voilà. Donc vous, c'était la première fois que vous interveniez tous les 3 ensemble sur cet événement. Comment ça s'est passé pour vous? Bien, je crois. Ouais. Non, c'était vraiment sympa et intéressant de pouvoir accompagner les étudiants sur ce projet-là, de pouvoir les conseiller, découvrir sur quel mode de jeu ils allaient partir, parce qu'il y en a qui sont partis sur un escape game, une application mobile ou un jeu de plateau. Donc déjà, ils ont tous des univers très différents. Et justement, d'essayer de travailler un peu leur mécanisme de jeu ou leur univers. Donc un rôle de conseil assez sympa. Carrément. Non, mais je rejoins Florine là-dessus. Non, c'est vrai que c'était super intéressant. Il y avait pas mal d'idées qui fusaient. Et ce qui était très intéressant, c'était surtout le décalage entre le lundi, on a commencé la journée. Enfin, eux, ils étaient venus déjà une première fois. Et la deuxième fois, donc, ils sont arrivés le jeudi. Jeudi après-midi, ouais. Et on a vu vraiment. Enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une évolution en fait dans la pensée de qu'est-ce qu'un jeu, comment ils abordaient les choses aussi différemment. Et puis ils étaient beaucoup plus impliqués aussi arrivé le jeudi, forcément. Donc, parce qu'ils savaient qu'ils présentaient le lendemain en plus, c'est donc ça, c'est challenge. Ouais. Et non, c'était super intéressant. Enfin, vraiment des idées très très cool. On précise que c'est peut-être la première édition aussi et que c'est un dispositif qui est peut-être amené aussi à se répéter pour l'année prochaine. Et je trouve que ça démontre bien que dans les utilisations qu'on peut faire du jeu, dans les situations d'enseignement, le jeu, dans sa phase de création, même si au final le jeu il n'est pas joué ou peut-être qu'il ne sera pas développé, même si là on a peut-être un des jeux qui va partir en production, la phase de création elle est quand même extrêmement forte. Ça rejoint tout le travail que fait Catherine Roland avec son équipe sur le jeu vidéo, dans l'environnement de Polytechnique à l'X, et c'est vraiment des fois on oublie, on se dit on veut faire jouer les étudiants ou les élèves, et en fait les faire créer un jeu quelque part ça les projette aussi dans une dynamique d'engagement, ça les met en situation de créateur, et c'est aussi une piste extrêmement intéressante à développer. Là, en l'occurrence, ils apprenaient à coopérer comme ils seront amenés à le faire en bloc opératoire plus tard. Et oui, parce qu'on avait réparti en fait dans chaque groupe les 3 profils en fait différents.
C'est ça, ingénieurs en robotique, futurs soignants. Et puis, du coup, ils avaient aussi à remobiliser les compétences qu'ils avaient apprises au cours du module. Donc, comment, avant d'arriver en bloc, je me lave les mains, etc. Après, je ne sais pas beaucoup plus en n'étant pas une grande experte des blocs opératoires. Mais... Non, mais c'est vrai que c'était intéressant parce que même en-delà de déjà cette idée-là de penser qu'est-ce que le jeu, c'était aussi, même eux, ça se voyait, repenser aussi qu'est-ce que le bloc opératoire. Donc, c'était pas uniquement que le jeu, c'était vraiment aussi même pour leurs propres compétences. Ce que tu disais, Florine, nous, on n'a pas, en fin de compte, on n'a pas fait médecine, voilà. Et même pour eux, c'est super intéressant, en fait. C'est tout aussi formateur. Sur la dimension transformative des représentations, le jeu, il était intéressant. Et je ne sais pas si tu veux parler du... Non, juste, histoire qu'on n'ait pas une coupure d'écran, on va juste enlever la mise en veille de l'affichage derrière. Et j'en profite pour peut-être passer sur le deuxième temps d'accompagnement qu'on a eu donc, cette semaine. Peut-être un peu plus rapidement. On s'est rendu donc, avec Jérôme lundi après-midi dans un cours de licence 3. Donc, dans un cours de licence 3 de chimie sur une UE d'anglais. Et là, l'objectif, en fait, c'était d'aller, avec les casques de réalité virtuelle, faire jouer un jeu du commerce qui s'appelle Keep Talking and Nobody Explodes. Et donc, de nouveau, on avait plusieurs groupes. On avait 6-7 groupes, 40 étudiants sur cette session. L'objectif était de les faire communiquer ensemble rapidement, efficacement, en anglais. C'est ça. Et l'idée, c'était d'aller travailler des fillers. C'est ça. Ouais. L'enseignante en anglais, ici, pour ce jeu, avait travaillé en amont là, sur la semaine de rentrée tous les outils de compensation qu'on a en langue. Et en fait, l'un des soucis que nous, on a collectivement, visiblement français, c'est qu'on est un peu paralysé quand on n'a pas le mot exactement qu'on avait en tête. Alors que pour communiquer, il ne faut pas hésiter à aller chercher une phrase plus longue, trouver des moyens de détourner. Trouver des moyens. Alors le mime, c'est une solution, mais là ici, on était dans une configuration qui était intéressante parce on est obligé de communiquer à quelqu'un qui ne nous voit pas. Donc on est vraiment sur une dimension totale de l'expression vers la compréhension. Et le gameplay de ce jeu, de ces familles de jeux est vraiment sympa avec une personne qui est captive, qui voit ce sur quoi elle doit agir. Donc il y a toute l'opération de description qui doit être faite. Et qui doit être aussi efficace, parce que la bombe, il y a 5 minutes et après ça explose. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, pendant 5 minutes, le but est collectivement réussir à désamorcer une bombe. Voilà. Et les autres, là, on a le groupe des 2 étudiants qui ont un PDF d'une 30aine de pages en anglais où il y a les instructions pour désamorcer la bombe. Donc c'est assez sympa. Et puis le jeu, il s'apprend. Et en fait, au bout de quelques parties, ils arrivent à comprendre à la fois le jeu et puis à s'auto-organiser pour être dans une communication efficace. Donc, là où j'insiste peut-être quand même, c'est que ce qui était pas mal pour nous, c'est qu'en 1 heure, on a réussi donc à installer 8 groupes, donc 40 étudiants, avec à peine 20 minutes de prise en main, d'installation. Tout le monde a pu jouer. Et on a même eu le temps d'aller faire le débrief comme on l'entendait. Et 1 heure après, les casques étaient rangés et l'activité était terminée. Donc c'était efficace même pour nous et c'était à mon sens un bel encadrement réussi. Oui. L'avantage des casques, c'est que comme on ne peut pas laisser pendant 3 quarts d'heure la personne dedans, ça nous oblige à avoir des expériences qui sont courtes. Et de fait, ça tient dans une séance. Ouais. Là, je crois que le cours faisait 1h15 et on est même parti. On est parti un peu avant. Un peu avant là. Ouais. Sous les applaudissements. Donc voilà pour les deux temps forts d'accompagnement. Et puis donc on va revenir sur des projets en cours de développement. Donc c'est là pour le coup 2 projets parmi d'autres. On a reçu hier Alexandre Poyer, donc qui est chercheur au CNRS à l'université d'Aix-Marseille et qui est édité par les Ludonautes pour son jeu Limit to Growth, donc la limite à la croissance. Et donc on l'a reçu toute la journée d'hier pour qu'il puisse nous présenter son jeu, donc qu'on avait déjà vu rapidement, mais qu'il puisse nous le présenter dans le but d'aller trouver
un apport pédagogique possible, et donc de voir comment on pouvait s'intégrer à son projet d'édition. Alors peut-être qu'on peut refaire un peu une vue d'ensemble de son jeu, en quoi ça consiste. Là, je vous laisse un peu... Nicolas. C'est un jeu... Alors bonjour. C'est un jeu... Oui, on est nombreux autour du live, Voilà. Et l'idée, c'est que voilà, on va distribuer la parole. C'est un jeu où chaque joueur joue une nation, une civilisation. Et donc on a joué à 6, je crois qu'on peut jouer à plus. Enfin, son jeu permet de jouer vraiment à plein de personnes, plein de joueurs autour de la table. Même tout seul. On peut jouer tout seul, ouais, on joue contre soi-même presque d'ailleurs, quand on joue comme ça. Et chaque joueur va avoir les mêmes cartes en main, le même départ. Pour l'instant, il veut changer ça, mais pour l'instant c'est comme ça. Et le but, ça va être de développer sa nation en jouant avec les autres, justement, en bien ou en mauvais, et pas détruire la planète, je pense. C'est un peu ça. Il y a plein de façons de détruire la planète, il y a plein de façons de la sauver aussi. Et voilà, c'est vraiment là-dessus, sur le fait que on se développe tout le temps, et puis il y a de la pollution, et puis il y a des crises sociales, tout ça. Et puis on se les redit tout à l'heure, mais au-delà du jeu, qu'est-ce que tu disais? C'était une... Je disais bonjour. Je disais, c'est plus qu'un jeu, c'est vraiment une expérience en fait. On a cet effet un peu bac à sable, on va tester des choses et on va avoir les effets des premiers tours qui vont se ressentir un petit peu plus tard dans la partie. Et parfois il est trop tard et on ne peut pas faire machine arrière, on peut essayer de réparer les choses. Enfin bon, c'est vraiment une expérience. C'est un jeu qui s'appelle Limite à la croissance, donc le but est de se rendre compte que à travers le jeu, on peut développer son état fictif, sa civilisation fictive. On a envie de produire, on a envie de faire des choses, et qu'à un moment, on arrive sur un point de rupture, et donc c'est ça qu'il faut doser. Et dans tout ça, lui, Alexandre, voyait un potentiel pédagogique, et donc là, on a un peu travaillé avec lui les possibilités. Florine, je sais que on a vu un peu ça hier. Qu'est-ce qu'on a pu voir avec lui? Ce qu'on a trouvé intéressant, je pense que c'est un jeu qui peut déjà être investi par des enseignants de différentes disciplines. C'est un jeu de gestion de ressources, comme on l'a dit, mais qui s'adapte au fonctionnement actuel de la vie sur Terre. Donc, effectivement, on est amené à prendre conscience des limites de notre système. Donc, c'est à la fois les mécanismes des jeux de civilisation qu'on peut connaître, et en même temps, il y a cette idée que accumuler plus n'est pas forcément la solution. Je ne sais pas encore quelle est la solution, ni dans le jeu, ni en vrai. Et du coup, pédagogiquement, on s'est dit que ça pouvait à la fois être investi par des professeurs d'histoire, de géopolitique, puisqu'on peut très bien développer notre capacité d'analyse des positions, des objectifs de chaque joueur. On peut essayer de remettre un petit peu de contenu en disant ta stratégie de jeu, elle rappelle tel événement, tel politicien, tel chef d'État. On s'est dit également qu'on pouvait développer ses compétences en économie, puisqu'il y a un marché commun, où on peut vendre, acheter et faire grimper le cours du pétrole, par exemple. Absolument pas. Mais en tout cas, pour moi qui ne connaissais rien en économie, c'est une bonne façon d'apprendre vraiment les bases de comment ça fonctionne, un marché. Et je pense même pour développer des capacités d'analyse dans n'importe quelle discipline, on s'arrête en cours de jeu, on dit à des étudiants, faites un point, faites un rapport sur le jeu, apprenez à vous exprimer comme ça, apprenez à clairement repérer ce qui se passe. Et on s'est dit également que c'était bon pour apprendre à planifier, à gérer un projet en se disant, je pars dès le début avec tel objectif. Oui, et puis c'est visiblement un jeu qu'on peut aller utiliser en début, milieu, fin d'enseignement, qu'on peut le jouer tel quel entièrement, qu'on peut faire des pauses aussi pendant le jeu, à la fin de 2 tours, par exemple, prendre le temps de faire adopter à ses étudiants une posture en fait réflexive sur qu'est-ce qui vient de se passer, là, quels ont été les événements marquants de la partie, pourquoi c'est significatif dans le jeu, mais comment on le raccroche aussi à l'enseignement choisi par l'enseignant. Donc voilà, il y avait plein de choses chouettes. Et puis c'était une séance de travail, mais je pense que voilà, il y en aura d'autres. On va entamer donc ce processus de travail aussi à distance, et peut-être que voilà, on va revoir Alexandre sur d'autres séances de travail. Un autre
Notre projet plutôt en cours de finalisation, c'est le jeu Pharmacy's Up. Donc là, un jeu... ouais, peut-être qu'on peut le montrer, Nicolas, si tu peux l'attraper. Parce que comme on a tout prévu, voilà, on a le jeu juste en dessous. Je dis qu'il est en cours de finalisation puisque donc c'est un jeu qui est porté par Pascal Schumann-Barr, donc enseignante en pharmacie, qu'elle joue déjà depuis un moment avec ses étudiants. Et là, pour l'objectif du Gaming Lab, c'était de l'accompagner sur le redesign de son jeu pour aller à la réalisation d'une boîte de cartes et à la réalisation du livret pédagogique, donc pour accompagner le briefing, le débriefing, le vocabulaire. Et donc, voilà, la boîte est fraîchement entre guillemets sortie d'usine, puisque Sonia nous l'a apporté mardi. Ouais, mardi en fin de journée. Donc c'est une belle réalisation. On a encore des choses à voir dessus, mais c'est prometteur. Je sais pas si tu veux redire quelques... On peut peut-être parler un petit peu du jeu en lui-même, qui est en fait une libre adaptation du Time's Up, mais à destination des étudiants en pharmacologie, sur différentes thématiques. Et en fait, c'est faire deviner des mots liés à la discipline, avec les règles du Time's Up. Je ne sais pas si, par exemple, tu peux donner Alors, des on exemples en voit une à l'écran. J'ai mélatonine et j'ai thyroïde. Voilà, ils sont relativement faciles. Noradrénaline et motoneurone. Voilà. Facile. Ça te parle. Exactement. Et du coup, le travail qui a été fait ici par Sonia, c'était effectivement de leur proposer un univers graphique qui puisse faire exister le jeu. Et voilà. Et en plus, le jeu, je crois qu'il y a encore peut-être quelques paquets de cartes qui arriveront avec d'autres thématiques. Bon. Peut-être des extensions. De 17,99 €. Et il y a un livret pédagogique. Oui. Et un livret pédagogique qu'il va falloir qu'on finalise. Là, on a plutôt deux blocs de decks de cartes différents. On a les cartes en plutôt pharmacie, des cartes plutôt physiologie. Et voilà, c'est amené à s'agrémenter au fur et à mesure des envies, du temps aussi de réécriture des cartes, parce que ça prend énormément de temps. Donc voilà pour Pharmacy's Up, une belle réalisation. On va revenir également sur des jeux qu'on a pu tester. Donc on a depuis le dernier live, on va revenir sur Holding On. C'est bon, je suis pas dans le champ. On va revenir sur Holding On. Alors celui-là, je ne l'ai pas joué. Est-ce que je peux dire un petit truc sur Pharmacy's Up? Ah, on revient sur Pharmacy's Up. Ah, ça se fait pas. C'est juste pour dire que ce jeu, il est utilisé dans une version plus primitive depuis 2018. Ouais, alors j'avais pas la date. Ouais. Et en fait, ce qui est assez intéressant et qu'a remarqué Pascal Schumann-Barr, c'est que donc ce jeu qui vient en renforcement mémoriel pour essayer d'ancrer aussi des fois sur des choses qui sont très très proches entre un globule rouge et un globule pas rouge ou un autre truc. Des fois, c'est pas facile. Et si vous connaissez le jeu Time's Up, il y a un moment où faut dire une phrase, après il y a un mot et après il faut le mimer. Et moi, je m'en souviens bien que les globules rouges, ils passent partout. Et en fait, c'est le seul truc qui arrive à passer à travers les parois. Et donc, quand ils doivent mimer, alors je ne sais pas comment ils font que ça passe à travers les parois, mais l'ancrage, elle nous disait, ils s'en souviennent. Et pour preuve, c'est que pendant les années Covid, en 2020 et 2021, quand les cours étaient à distance, et donc elle n'a pas utilisé ça, les résultats ont baissé. Et donc, elle disait, il y avait... et donc, c'est rare d'habitude quand c'était le Covid, les résultats un peu partout, ils avaient tendance à être un peu meilleurs. Donc c'était juste pour dire que ce jeu, il nous semble intéressant vraiment parce que il parvient à combler un déficit quelque part en termes d'engagement, en termes même de mémorisation chez les étudiants. Et revoilà. Et je crois qu'il y a une question. Ah, il y a une question. Quelqu'un demande quelles ont été les grandes étapes pour construire ce jeu et a-t-il été construit avec les étudiants?
Quelles ont été les grandes étapes de construction de jeu? Alors là, pour le coup, je n'étais pas encore au CMU en 2018, quand ça, Alors, je vais avoir ça a un effort commencé. de mémoire et je pense que dans les délais qui me sont impartis, ça va être difficile. Mais en fait, ce jeu participe d'une thèse en pharmacie, une thèse. Alors je ne sais plus tout à fait si c'est les thèses d'exercice, une thèse de doctorat, thèse de recherche, je ne sais plus. Donc une thèse qui avait été encadrée par Pascal Schumann-Barr. Et donc donc la question qui a été posée, si on l'a pas entendu, c'était quelles ont été les étapes. Donc Pascal Schumann-Barr avait encadré une étudiante en thèse, et c'est là où je me souviens plus du nom de cette étudiante, qui avait été à explorer en fait tout le potentiel de plein de jeux. En essayant de voir lesquels pourraient être intéressants. Et c'est cette étude-là qui est ressorti notamment le Time's Up version pharmacie. D'accord. Je ne sais plus quel était le nom, la première version. On avait Fizzy Up, Fizzy Up, Fizzy Up, on a eu Pharmacup et finalement Pharmacy's Up. Bon, le naming n'est jamais facile. Mais c'est quelque chose qui est assez aisé de modder comme ça, d'aller modifier une mécanique assez fluide. Et là, on n'a pas effectivement des heures d'explication de règles. C'est vite pris en main. Et les étudiants, oui, ont été associés. Ce qui fait que je crois que sur les paquets de cartes, elle les avait sollicités pour les créations de paquets de cartes. Oui. Et puis, alors ce qui est intéressant, c'est comme là, le jeu, la boîte existe depuis mardi. Pascal n'a pas encore vu en plus le design final, donc voilà, je pense qu'elle sera contente. Oui. Donc on revient sur le jeu Holding On. Là, je vais vous laisser le présenter, puisque pour le coup, je ne le connais pas encore. On était sur 2 tables en simultané. Hein, et on y a joué avec Lucie qui revient. Tu veux en dire un mot? Oui, on y avait joué du coup tous les 3 avec Florine et Jérôme. Ouais. La semaine dernière, il me semble. Et donc on avait fait... Alors c'est un jeu qui fonctionne sur une campagne avec plusieurs scénarios. On a fait seulement le premier scénario. Et on s'était arrêté là pour cette partie-là. C'est un jeu qui était plutôt coopératif, je crois. Oui. C'est un jeu complètement coopératif. Le principe, c'est qu'on a un patient en fin de vie. Donc on a une unité de soins palliatifs. On sait que le patient va décéder, mais le but, c'est de l'accompagner au mieux. Et du coup, il y a 2 volets au jeu. Hein. On incarne des soignants. Donc on a une équipe d'infirmiers, aides-soignants, urgentistes, des médecins. Et tu as un ou une cadre de santé par tour. Et donc, collectivement, avec l'appui du cadre de santé, on doit prendre la décision chaque tour de soigner le patient ou d'essayer d'en savoir plus sur lui. Parce que c'est un peu le deuxième volet, finalement, du jeu. La partie plus scénario, c'est-à-dire essayer de comprendre ses souvenirs. Et pour ça, il y a une mécanique de pulse qu'on voit à l'écran. C'est sympa. On doit assembler des souvenirs, des moments de sa vie, des choses comme ça. Oui. C'est ce qui moi m'a plu dans ce jeu, c'est à la fois le fait qu'on rentre dans la réalité de ce que sont les services hospitaliers. Donc avec une tension qui peut aller assez vite. Hein. Il y a un système de garde, on a les gardes du matin, l'après-midi, du soir. Et il y a des événements à gérer relatifs à l'état de santé de notre patient qu'on cherche à la fois effectivement à soigner, à maintenir en vie, et en même temps, alors c'est pas qu'on est curieux, mais on aimerait aussi l'accompagner et puis l'aider, mais l'aider à aussi avoir une fin de vie qui soit la plus agréable. L'expression, elle est quand même très malheureuse, mais vous voyez un peu où je veux en venir. Et donc, on a une tension qui fait que si on commence à être un petit peu juste au niveau des gardes, on va se retrouver avec des collègues à qui on va devoir faire plusieurs gardes de suite. Et après, ils vont peut-être être fatigués, il va falloir que les envoie en congé. Mais si ils sont en congé, ils ne peuvent pas être là pour les gardes suivantes. On a des urgentistes qui peuvent intervenir, mais ils ne peuvent pas intervenir tout le temps parce qu'ils sont sollicités à d'autres endroits. Donc, on a une espèce de tension, à mon avis, qui est assez bien rendue. Du mécanisme assez pervers des systèmes hospitaliers qui progressivement enchaînent, tendent vers la crise. Et puis si on a un qui est en congé ou en burn-out, les autres ont de très fortes chances d'y aller. Donc ça c'est intéressant. Et puis le côté revenir dans
dans les souvenirs. Il y a des souvenirs flous et des souvenirs plus clairs. Et donc, et on construit un peu ça et on essaie de voir. Voilà, on va pas vous spoiler ce qui s'y passe parce que c'est plutôt un jeu qui se joue qu'une fois. Mais cette double dimension, effet papillon et en même temps petit jeu de gestion, elle est assez dynamique et en termes de jeu du commerce, donc pas un jeu sérieux, c'est sur un sujet très sérieux. Le pari osé est finalement assez. Oui, parce que c'est un jeu du commerce. C'est pas un jeu qui a été conçu. Michael Fox et Rory O'Connor. Et des super illustrations. Nous, on aime beaucoup les illustrations aussi. Et du coup, c'est que des images. Enfin, il y a un scénario sur chaque image ou c'est comme le Dixit ou... Sur le premier scénario, ce sont que des images. Ouais. D'accord. Mais derrière chaque image, il y a quand même une phrase du patient qui dit par exemple c'était le meilleur souvenir de ma vie. Et donc au fur et à mesure, tu reconstitues un peu. Et on doit jouer du flutio. Et il y a des âges en fait aussi. Il y a 4 lignes avec ce qui était ancien, enfin sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc et c'est vraiment nous les soignants qui allons récupérer des petites bribes on le fait parler en fait. Ce qui permet de mieux connaître en fait son patient. Et à un moment dans le jeu, alors c'est dans les autres scénarios, on doit appeler aussi parce que dans le pitch c'est que il arrive, il est sur un vol Australie-Irlande je crois, ou Australie-Angleterre, il doit être à moitié irlandais dans l'IRA, je sais pas, c'est pas très clair. Il a un passé trouble, hein, c'est la vie trouble de Willy Kerr et en fait on ne sait pas qui contacter. Donc pas de personnes ressources. C'est ça, donc et ça, ce sont des enjeux réels du soin. Pour une personne dont on sait qu'elle va passer, c'est vrai que ça peut être bien aussi quand même qu'elle ait des proches. Donc ça, c'était Holding On, donc que l'on conseille, on peut le conseiller celui-là. Ah oui, sans souci. Si on en parle, c'est qu'on peut plutôt conseiller. On va revenir également sur le jeu détective. Donc là, plutôt un jeu d'enquête, alors détective dans l'autre sens. Voilà. Un jeu d'enquête moderne. Arthur, ouais, tu peux peut-être commencer. Alors détective, c'est un jeu d'enquête donc coopératif. Donc on y a joué à 4 avec Lucie, Florine et Benoît. Et donc on a, c'est sous forme de campagne, donc il y a diverses, je crois 6 affaires il me semble, qui à chaque fois donc représentent une quête ou une histoire. Donc la première affaire, nous on n'a fait qu'une seule affaire, on a fait l'affaire de la montre en or qui en fait... Alors on doit bien écouter le briefing. Ouais, on doit bien écouter le briefing, parce que c'est d'ailleurs on s'est fait avoir là-dessus, on a perdu des points là-dessus. Non. Où en fait la montre en or, une montre en or réapparaît, c'est une montre en or qui a été perdue, donc qui était polonaise de la Seconde Guerre mondiale. Elle réapparaît aux États-Unis et nous en tant qu'enquêteurs, on doit essayer de trouver en fait retracer le chemin en fait de cette montre-là. Et donc c'est un jeu de cartes qui tourne un peu de la même manière qu'un livre dont vous êtes le héros. Donc on tire une carte, ça nous dit bon, voilà, vous faites telle enquête, telle ligne d'enquête. Prenez, si vous décidez de la continuer, vous prenez la carte numéro 131, vous prenez la carte 131, tout ça. En même temps, à chaque action que vous faites, en fait, vous voyez sur la carte, du coup, sur la petite image derrière, vous avez ici, du coup, la temporalité. Donc là, c'est ce qui est indiqué en bleu sur la frise chronologique. C'est ça, et donc en fait, le temps avance en faisant des actions quand on va se déplacer, parce que pareil, on va pas enquêter tout le temps au même endroit, on va pas rester au poste de police, donc on va bouger au poste de Richmond, au laboratoire, le terrain, le tribunal. C'est ça, le tribunal, tout ça, et à chaque déplacement, on dépense 1 heure. À chaque action d'enquête aussi, on dépense plusieurs heures qui sont cachées, parce qu'on ne sait pas. Des fois, on va au laboratoire chercher un échantillon et en fait... Et à la fin, on nous dit ça vous a pris 4 heures. C'est ça, parce que Janine de la compta, c'est un exemple, a perdu les coordonnées exactes du truc. En fait, le dossier est un peu perdu, donc il faut chercher. Donc en fait, on passe son temps, donc c'est pareil, c'est narré, c'est très intéressant. Et en même temps, on accumule en fait des preuves. Et enfin, c'est un jeu qui n'a pas beaucoup de matériel, c'est vraiment juste un paquet de cartes qui fait l'affaire.
Il y a un petit truc sympa aussi, c'est que je crois qu'il y avait une interface web. Oui, c'est vrai, il y a eu une interface. Parce que je voyais un détective qui était plutôt sur l'écran. Mais c'est un jeu qui appelle en fait à avoir surtout sortir son calepin. Et si on a un grand tableau blanc pour pouvoir faire. Parce qu'en fait, on a des cartes avec des photos. En fait, on peut les coller après dessus pour vraiment faire un. Parce que là, en termes de matériel, vous aviez 2 ardoises, je ne sais combien de post-it, Ouais. Non inclus dans le jeu. Non inclus dans le jeu, ouais. Mais par contre, le matériel électronique, c'est toi, Benoît, qui l'a plus manipulé avec Florine aussi. C'est non inclus dans la boîte aussi. On se connecte à une interface en fait pour. En fait, voilà, on a plusieurs pistes à suivre. On choisit la piste qu'on veut suivre et on peut aller vérifier sur une base de données des empreintes, des fichiers. N'importe quelle ressource. N'importe quelle ressource. Des graines. Et voilà, voir un petit peu la correspondance, par exemple, d'une empreinte qu'on retrouve sur la montre ou sur une boîte ou chez des gens. Enfin voilà, il y a tout un travail d'enquête comme ça qui est très intéressant. Je sais pas après. Gros coup de cœur pour ce jeu. J'ai trouvé vraiment complet. En plus de tout ce que vous avez dit, il y a la dimension jeu de rôle pour ceux qui, comme moi, adorent ça. Dès le début, on pioche un personnage, donc on sait qui on est, qui on a été. Nous, on avait effectivement la chance d'avoir un grand tableau, donc on pouvait faire une grande carte mentale. Pour l'anecdote, Arthur a mis plein de petits post-it qui faisaient un peu un décor, style racheter du café, mais du coup, ça permet vraiment de se projeter dans l'univers du jeu. Et il y a la double dimension jeu de rôle, puisqu'à la fois on est un personnage et à la fois chaque joueur peut s'assigner un rôle différent. Donc, ce qui est dit dans la notice, il y a celui qui va être le technicien. Donc, Benoît, par exemple, aimait bien chercher dans la base de données les enquêtes. Il y avait le cartographe, justement, qui s'occupait de super bien relier les suspects, de nous permettre de comprendre où on en était, ceux qui vont suivre les pistes, etc. Donc, je conseille. C'était vraiment un jeu intéressant pour sélectionner des données sur un flux d'informations transmises pour construire une carte mentale. C'était très intéressant là-dessus. Et ça nous a appris aussi que les heures supplémentaires généraient du stress. Aussi. Et qui se gagne. Ouais. La culture ou l'application à l'enseignement, c'était encore plus immersif parce qu'en fait, le jeu est basé sur des lieux réels et des périodes réelles. Oui, c'est vrai. Il y a des petites choses qu'on peut rechercher sur Internet et qui sont réellement passées. Donc, sans rien vous spoiler, ça dénigne des personnages qui existent, des choses qui existent, des événements historiques, etc. Et ça rend l'histoire encore plus réelle, encore plus immersive, je trouve. C'est sûr qu'on se retrouve à aller sur Wikipédia pour aller vérifier des choses. Et on se perd un peu sur Internet. Voilà. Surtout, ce qui est... Alors, on n'a fait qu'une seule affaire, mais... Et c'est là où, ce que tu disais, Benoît, c'est la sélection de données, parce que dans chaque affaire... il y a tout du long en fait une autre affaire beaucoup plus grande en fait. Parce que vous avez débloqué des indices là dans la première affaire pour la deuxième affaire. Pas pour forcément la deuxième affaire, mais en tout cas pour l'affaire, l'intrigue générale en fait qui continue sur toutes les affaires en fait policières. Et c'est super sympa. Enfin, non clairement, moi je me suis vraiment bien amusé. C'est une bonne initiation à la recherche aussi. Ouais. On s'est bien senti représenté en tant qu'étant tous les trois thésards. On s'est dit oui, c'est la recherche bibliographique. Ça colle. Ça colle. Voilà, je me retrouve à ma première année de thèse. Donc ça, c'était pour détective. Et on va finir là pour les jeux sur le trône de fer. Donc là, ce qui est particulier, c'est que c'est une partie qui est en cours. Donc là, ça un jeu qui a débuté donc ce matin, qui va se terminer ce soir vers 18h30, 19h, quelque chose comme ça. Et donc on est en plein milieu, littéralement, de la partie du trône de fer. Donc là, on va peut-être initier un changement de plateau. Donc c'est un jeu en cours. On a chassé, et c'est pas ce qu'on voulait faire. Là, je vous laisse peut-être revenir sur vos rôles actuellement, comment ça se passe, qui attaque qui. Alors, Lucie est partie, et peut-être heureusement, parce qu'il me semblait qu'elle était assez agressive tout à l'heure. Non, elle n'est pas agressive du tout, elle est agressée. Ah, elle est agressée, donc c'est encore pire. Florine, oui. Non, Lucie, elle est
Peut-être juste en 2 mots, juste une petite présentation du Tour de Fer qui est un excellent jeu qui date un petit peu par rapport aux autres qui sont plutôt des jeux récents. Là, c'est la 2e édition qui doit être de 2012, quelque chose comme ça. Donc, c'est un jeu un peu plus ancien qui demeure un excellent jeu. Donc, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à ceux qui connaissent à la version de Dune. D'ailleurs, pas le Dune récent, mais le Dune des années 90, début des années 2000. Et aussi à Diplomatie, bien sûr. Donc, c'est un jeu à ordre, où on donne des ordres à des unités, des ordres secrets, comme dans Diplomatie. Et c'est un jeu qui encourage les trahisons, les alliances qu'on ne tient pas. Tout ce qu'on aime. Et c'est un vrai jeu de négociation et de diplomatie. Là, donc, c'est un jeu qui joue effectivement sur 6-7 heures. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment des jeux longs, des heavy games, comme on dit en anglais. Et on joue à 6. Et on joue à 6. Et donc, on joue dans l'univers aussi très immersif de Game of Thrones. Et on est, pour ceux qui connaissent, et celles qui connaissent, a priori, l'univers entier, j'espère, on est juste au début, donc à la mort de Robert Baratheon et les 6 familles, les Tyrell. Vous incarnez chacun une famille dans une maison, une maison dans l'univers de Game of Thrones. Une maison majeure, celui-là, beaucoup. Oui, les maisons majeures. Il y a 5 maisons majeures et une maison mineure. Mais... Ah ouais, la mienne. Je sais pas, s'il était si importante, elle apparaîtrait pas dans la saison 5. Allez, on va sur les livres. C'est basé sur les livres. Donc Sansa est morte, ça s'est dit. Hop. Donc là, vous incarnez quelle famille? Quelle maison? Moi, j'incarne les Lannister et je vais mourir au prochain tour. Donc ça, c'est dit aussi. Oh, c'est sûr. Je suis assez pessimiste. Donc là, je répète, c'est une partie qui est en cours. Hein, donc, moi, j'incarne les Greyjoy, donc vraiment les voisins des Lannister. Alors, j'ai été assez... Là, on est côte à côte, mais dans le jeu aussi, mais j'ai été un peu agressif, mais aussi... je me force à être comme ça. Donc, voilà. C'est rigolo. Toi, Nicolas? Je joue les martels. Soleil, vin, plage. Et mœurs légères. Et mœurs légères, ouais. Voilà. Et tout va bien, pour l'instant. Donc pour l'instant... Baratheon qui m'a un peu embêté. Ouais. Baratheon, c'est Florine. Florine. Début de elle m'a envoyé des regards assassins, mais je ne regarde pas. Ouais, je lui ai dit non, ça suffit. Et hop, c'est bon. Ça va mieux, là. Donc voilà. C'est un conflit qui va se régler d'ici quelques heures. Oui. Voilà. Et Lucie joue les Tyrell. Ouais. Lucie, donc les Tyrell, ouais. Et Tyrell. Ouais, les Tyrell, c'est les frites, oui, c'est okay. les chips. C'est la meilleure marque. Il ne faut pas qu'on fasse de publicité. Elle a aussi attaqué Florine, les Baratheon. Et moi, je suis les Stark, les gentils, comme on dit. Et pour vous dire pourquoi Florine a été attaquée, dans le but du jeu, il faut avoir 7 châteaux. Elle était à 5. C'était une alerte. Il fallait faire quelque chose. Oui, il fallait... Oui, non, mais ça peut aller très vite. Puis il t'avait demandé à ce qu'elle prenne pas un territoire qu'elle a en fin de compte pris aussi. Ouais, elle était plutôt d'accord. Puis petit couteau dans le dos, là, lame émoussée, ça gratte. Donc là, oui, pardon. Non, parce que ce que je disais, c'est qu'au-delà de ce jeu, là, le côté, voilà, pour le coup, jeu pur que vous êtes en train de faire, ce qui est sympa, c'est que c'est un jeu long. Et donc, c'est une des facettes de ce qu'on travaille au Gaming Lab. C'est qu'est-ce qui va se passer, en fait, pendant une partie de jeu longue. Donc, ce qu'on appelle une partie de jeu longue, c'est pas un jeu de 45 minutes, donc plutôt des parties de plus de 5, 6 heures, voire même 10, 12 heures. Pour Twilight Imperium par exemple, pour ne pas le citer. Mais voilà, on est convaincu qu'il se passe quelque chose réellement, en fait. Et puis on parle beaucoup dans ce jeu-là. On est tout le temps en train de négocier, discuter, se trahir. Il n'y a pas encore eu des masses de trahison, parce que c'est là, on est plus dans une phase d'agression. On attend que tu commences. Mais oui, une partie de jeu long, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension purement narrative. On se développe malgré tout, on a des territoires, il y a un déplacement voilà, avec le matériel qu'on déplace, ce qu'on construit, tout ce qu'on va pouvoir imaginer, parce qu'il y a tout ce qui est joué, mais tout ce qui a été pensé qu'il pourrait être joué. Donc ça crée un univers beaucoup plus dense et riche. Donc il y a cette dimension qui est intéressante de la narration, et les jeux longs sont des moments marquants. Je dis souvent, moi, les parties Twilight, j'en ai fait... un certain nombre, je me souviens quasiment toutes d'elles. C'est des moments, je me souviens vaguement de la naissance de mes filles, mais une partie de Twilight. Là, en fait, on recrée un moment épique en fait à plusieurs aussi. Complètement.
Et puis il y a l'autre dimension qui est sur la richesse stratégique. Alors j'ai essayé, parce qu'il y a des fois des parties où j'arrive avec un gros jeu, j'explique les règles, et puis ensuite je joue. On se rend compte que, ah oui, au fait, alors il y a les points de règles, mais il y a aussi les dimensions stratégiques. Donc là, il y a eu les points de règles, mais, et je pense que j'en ai oublié aucune, mais il y a aussi les dimensions stratégiques et comment on peut aussi prendre du plaisir et quelles sont un peu les erreurs à éviter. J'avais dit attention au danger des Baratheons et aux Lannister à pas vouloir tout de suite aller trop loin, parce que. Et puis, dans ces jeux-là, il y a des dangers de se mettre une cible dans le dos, parce que si on est en tête, le jeu va s'autoréguler, tout le monde va venir nous corriger. Mais il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans ce jeu-là, et c'est un des rares jeux que je prends comme ça, c'est que je cherche pas spécialement à gagner. C'est vrai. C'est pas un jeu où moi, mon gain, je vais l'associer à la victoire. Je vais essayer de faire des coups. Je vais essayer d'avoir des moments où je vais pouvoir enchaîner une succession d'ordres de soutien qui est une trahison magistrale que je vais peut-être programmer pendant 2-3 heures. Et ça va être mon plaisir. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal parce qu'on peut être dans cette partie-là quasiment en certitude de ne pas gagner. Et c'est un jeu assez punitif à ce titre-là. C'est-à-dire que si au début, il y a une configuration de plateau, une première bataille ou un ennemi qui nous attaque alors qu'on n'était pas encore prêt, on peut se retrouver un peu coincé et se dire la victoire, c'est peut-être pas pour moi sur la fin de jeu. Mais on peut quand même se dire... on va s'amuser. Je regarde le Greyjoy, mais... moi, je me marre. C'est justement... Et c'est pas ce que tu disais, pour moi pareil, le but c'est pas de gagner, parce qu'en fait j'ai un tout petit territoire, je suis sur des îles, j'ai des bateaux, mais je vais pas chercher non plus à trop m'étaler ni quoi que ce soit. Moi le but c'est... Ouais, non, mais quand même. Mais moi, le but, c'est uniquement de mettre des petites piques, des petites épines à mon voisin, comme ça, notamment comme ça, gratuitement, parce que je suis un pirate. Et les pirates, ils font ça. Donc là, ce qui est sympa pédagogiquement sur ce jeu-là, c'est que on cherche, on développe la planification. C'est une compétence qui est souvent mise en avant dans le côté pédagogique des jeux. Mais là, c'est quand même poussé très très loin. Oui. Alors, la planification, elle reste assez conjoncturelle. Le fait qu'il y ait des cartes qui arrivent. Planification et adaptation, parce qu'en fait, on va se définir une grande ligne, mais jouant à 6 autour de la table, on sait que ça ne pourra pas être linéaire. Et on est obligé, parce que faut prendre cette maison pour gagner. On a 6 maisons au départ où chacun a globalement 2-3 châteaux. Enfin, il faut prendre 7 châteaux pour gagner. Oui. On a tous 2-3 au début. Des châteaux sur la carte, il n'y en a que 20. Donc en fait, c'est un jeu où on va se frictionner. Nécessairement, on va vers et moi, plus que la planification, je trouve que c'est un jeu de patience, de résilience. Et voilà, et d'optimisme. Le ministère va devoir se ressaisir. Et si on faisait une alliance, je pourrais t'envoyer ma fille, Sansa Stark. Qu'est-ce qui peut lui arriver de mal, de toute façon? Donc là, à la mi-partie, il y a une alliance qui vient peut-être d'être lancée. Donc Florine, attention. Donc les Stark et les Lannister, ça c'est inédit comme alliance. Moi je le sens pas. Ça ne se passera pas. Ouais. Peut-être aussi dire que le jeu dure peut-être 6 heures, mais ne se fait qu'en 10 tours maximum. Donc voilà, il y a quand même énormément de choses qui se passent pendant un tour et les actions qu'on prévoit sont tout le temps, effectivement, c'est de l'adaptation, c'est de la résilience à ajuster avec les actions des autres et tout ça qui sont dévoilées simultanément. Ah oui, peut-être que je dois dire quelque chose d'important pour des raisons. Ce n'est pas une photo de notre plateau, c'est une photo que j'ai empruntée à 20 jeux. Un célèbre et ancien critique de jeux de plateau français. Donc ça c'est dit aussi. C'est dit aussi. C'est pas une image, c'est pas notre image à nous. Donc ça c'est le trône de fer. Donc voilà, on verra ce qui va se passer cet après-midi. Il n'y a plus de Baratheon. Il y a déjà plus de Baratheon sur l'illustration. Ça va aller, Nicolas. Non, c'est pas toi les Baratheons. Non, je martèle moi. Donc ça c'était pour le trône de fer. Peut-être refaire un dernier tour de table pour voir si... Est-ce que vous avez des choses à ajouter peut-être sur d'autres éléments qu'on a vus? Sinon, moi, je referai un rappel de l'actualité à venir. Donc,
qui clôturera ce live. Donc voilà, si vous avez encore... Je vais peut-être vous passer, la parole, c'est assez rare. Et le pic d'affluence va remonter. Mais ça me fait penser, moi, ce jeu-là, à un jeu que tu développes, Nicolas, notamment, qui s'appelle Gestion de conflit. Enfin, il va avoir un autre nom. Oui, un vrai nom. Mais qui est un jeu qui s'appelle Gestion de conflit et qui, quelque part, pourrait croiser... Il y a des analogies entre les deux, là. C'est moins guerrier. C'est plus moderne. Présenter les deux, ouais. Gestion de conflit, c'est un jeu sur plutôt un jeu sur ne pas aller entrer en conflit, en fait. C'est plutôt sur la diplomatie, voilà, comment on fait pour gérer une situation, une crise mondiale, en étant chacun un pays. C'est une sorte de jeu de rôle. Chaque joueur incarne un pays. Et le but, c'est de... C'est une professeure en sciences... Ouais, Sophie Lefebvre. Ouais, c'est un jeu qu'on développe, avec Sophie Lefebvre. Et on incarne tous un pays et il se passe des choses. Donc, ce qui est un peu moins peut-être dans le Trône de Fer, il y a quand même des événements, parce qu'il y a des attaques de sauvageons, on n'en a pas parlé, mais on peut se faire tous outrer par les sauvageons. On en a marre. Mais c'est plutôt un scénario de jeu de rôle et comment les pays entre eux vont réagir. Il y a une gestion de ressources aussi, parce qu'il y a des ressources rares, machin. Mais oui, il y a un parallèle à faire. Et il y avait d'ailleurs un parallèle à faire aussi avec le jeu d'Alexandre, qu'on a vu hier, mais vraiment sur l'aspect diplomatie, je pense, surtout l'aspect diplomatie, comment on discute. Parce que gestion de conflit, c'est vraiment un jeu de conversation entre les pays. Il y a vraiment une phase où les pays se rencontrent comme des diplomates et discutent. C'est-à-dire que c'est un tour de jeu, puis ensuite sommet à l'ONU. Il y a des phases militaires quand même, mais elles sont plus dissuasives. Il y a de la bagarre quand même, mais... Il y a de la bagarre, mais pour avoir expérimenté le côté bagarre, c'est pas une fin en soi. Le côté bagarre est beaucoup plus développé dans le Trône de Fer, par exemple, que dans Gestion de conflit. Il a l'air assez cool. Et moi, je vous interrogerai bien sur une des choses que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, par rapport à d'autres jeux, où d'ailleurs je sais que je vais gagner, parfois même avant de commencer, parce que je sais que je peux dérouler tout le temps la même stratégie, et je sais que c'est... Tout peut chuter d'un coup. Là, c'est assez incertain, parce que c'est un jeu qui est très psychologique. Et il y a plein de fois où moi je me retrouve à jouer au dilemme du prisonnier, là, quand on doit jouer des cartes et qu'on regarde l'autre, parce qu'on a des points. Donc c'est pas un jeu avec des lancers de dés. On a un score, par exemple, si j'ai des forces d'armée de valeur 4 et Arthur a une valeur 6, je l'attaque et je vais mettre un commandant, mais il va en mettre un, donc je vais essayer de voir par rapport à ce qu'il reste, par rapport à ce qu'il va faire. Ce côté-là, moi je l'aime bien, et sur ce jeu-là, moi je joue plus les joueurs que je joue en fait un peu la comptabilité ou la planification mathématique que je peux faire. Je sais pas, est-ce que vous... Il faut quand même compter un minimum, quoi. Ouais. Mais moi, en comptant, tu peux être sûr de gagner. Quand on est dans la tête de son voisin, et qu'on sait. C'est ça en fait que j'essaie de faire. J'essaie de me mettre dans sa tête. Qu'est-ce qui serait logique pour lui? Et je me dis, lui à sa place, je pense qu'il va faire ça. Et sur la base des tours précédents, à mon avis, ce qu'il voudrait faire, c'est là. Donc je sais que j'ai pas de risque à aller là vu qu'il veut pas le faire. Et d'ailleurs, on a enlevé une mécanique de jeu. Il y avait une possibilité d'avoir un chaos de bataille. Ouais. Ouais. Ça, on l'a enlevé parce que ça rendait les batailles complètement un peu aléatoires en fait. Ça rajoute du chaos. Non, oui, c'est vrai. Et c'est pas un jeu avec du chaos en fait. Là, votre stratégie, c'est quoi? Survivre. Donc annexer les Lannister, donc ça c'est dit aussi. Pas tant les annexer, mais vraiment juste les embêter, en sachant qu'on a fait... Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils sont à côté de moi, et ils sont blonds. Je n'ai rien contre les blonds, mais bon, non, puis j'ai fait aussi une alliance avec les Stark, avec Jérôme, qui en fait se trouve à l'ouest de mon territoire. Alors je vois les yeux de Florine, elle ne savait pas. Voilà. En fait, je n'ai pas d'autres sorties en termes de déplacement que de partir du côté de Lannister, parce que j'ai fait une alliance avec Jérôme. Je ne peux pas partir de son côté, parce que je n'ai pas envie de me le mettre à dos. Et puis, moi, je suis très content avec nos relations actuelles. Voilà. Mais du coup, oui, c'est pour ça que... Et c'est dans la présentation du jeu, j'aurais fait un peu un disclaimer en début de partie en disant attention, ce jeu-là peut avoir des conséquences hors jeu. Ouais. Ça fait partie de ces jeux de la rancœur, ces jeux, ces Texat ou ces jeux un peu agressifs où il y a des coups de des coups de couteau dans le dos. J'avais un autre mot, mais coups de couteau c'est parfait. Et ces grandes traîtrises qu'on peut avoir.
Et moi, j'ai vu sur ce jeu-là, particulièrement, et d'ailleurs, parfois, je ne le sortais plus parce que c'est des gens qui en voulaient pendant des années, parce que ça renvoie aussi une certaine éthique, d'une certaine façon de jouer. Et puis ça dépend aussi de la position, en tout cas, peut-être du tempérament aussi de la personne qui joue, de sa façon de jouer, tout ça. Et même, Damien ne joue pas, et quelque part, ça se passe mieux. Ça se passe mieux, il y a moins de chaos, justement. Alors, moi, ce que j'adore dans un jeu, c'est que si le jeu le permet, d'aller lancer. Je reviens sur l'expérience d'hier, mais de lancer une arme de destruction massive et de voir un chaos s'installer gratuitement, ça me fait beaucoup. Ton surnom n'est pas Vladimir pour rien. Non, mais voilà, en fait, c'est le côté bac à sable et de se dire qu'en fait, dans la vraie vie, je ne peux pas faire ça pour des raisons évidentes, mais se dire que c'est un univers où on peut jouer dans l'interaction, dans l'exagération, et ça, pour le coup, c'est assez sympa. Pardon. Tu ne peux pas le faire parce que tu n'es pas chef d'État aussi, principalement. Oui, et puis en fait, moralement, ça me dérange. Donc en fait, tout ça pour dire que cette dimension éthique, ça fait partie de ces jeux où je pense que c'est intéressant de le dire avant, en disant attention, on va jouer ça, et c'est souhaitable, le jeu nous invite à le faire. Donc le prenez pas mal, c'est normal qu'il y ait des agressions qui se fassent d'un pays à l'autre. Pour gagner, on est obligé de le faire. Et ensuite, lors du débriefing, c'est aussi important d'avoir une grosse phase aussi de faire parler les joueurs en disant qu'est-ce que vous avez ressenti, votre frustration, votre sentiment de toute puissance, de travailler aussi ces compétences psychosociales. On l'a débriefé avec Alexandre, ça un peu hier, le côté dans la partie, j'avais procédé à plusieurs annexions, donc voilà, le fait d'aller envoyer ses troupes chez quelqu'un, plusieurs agressions, c'est vrai. Donc j'ai pillé des ressources, et puis au bout d'un moment, on arrivait vers la fin du tour, c'était pas forcément utile d'aller piller, mais ça me permettait de gagner des points. Et au moment où on lance une arme de destruction massive, il y a un froid qui s'installe, et en fait, Alexandre disait qu'au moment du débriefing, systématiquement, lui, après des dizaines et des dizaines de parties, chaque fois que l'arme de destruction massive est lancée dans son jeu, il y a un froid qui s'installe, et qu'en fait, moralement, quand on revient dessus après la partie, on se dit, en fait, c'est pas rien. C'est pas vain, en fait, même dans un jeu où on sait que c'est fictif, ça a des conséquences, en fait, morales. Et puis ça a même des grosses conséquences, même sur le jeu. Enfin, l'effet est que ça détruit un terrain à l'adversaire. Donc Nicolas a eu un terrain détruit, et ça lui a en plus donné 3 jetons de pollution. Ce qui et en plus, il m'a envahi juste après. Quoi. Et oui. Ouais. Donc c'est gagner plus de points de victoire après. Ouais. C'est des grosses conséquences même sur le jeu, et puis à côté aussi. Ça, c'est pour ça que cette dimension morale, philosophie morale, je la défends à chaque fois que je peux, mais c'est extrêmement important de savoir ce à quoi on a joué, et de fait d'aller le débriefer derrière, c'est fondamental. Et ces jeux-là amènent à des situations où on aura besoin d'aller distinguer le joueur du personnage, de l'avatar, l'action de... C'est-à-dire que là, on se connaît un peu, et on sait qu'il y a des choses qu'on va pouvoir faire en jeu que peut-être on ne ferait pas avec tout le monde, puisqu'il y a des choses qui se passent, mine de rien, en jeu. Et après le jeu, il ne faut pas qu'on puisse me traiter de tyran, parce que voilà... Mais bon, ok. C'est comme un jeu de rôle, en fait. Oui, voilà. On joue à un jeu de rôle, on peut jouer vraiment un personnage qui est odieux, atroce, et puis en fait, on ne l'est pas. Au contraire. Au contraire. D'être gentil alors qu'on ne l'est pas. Au contraire, on se sert du jeu pour dire non, mais c'est pas vrai, c'est pas moi, ça. Et une frontière, voilà, c'est... Donc voilà pour le trône de fer et les jeux un peu de rôle de manière générale. Peut-être qu'avant de terminer, est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Ok, bah top. Reformuler parce que je suis pas sûr. Donc il y a l'université de Lorraine qui nous regarde. Et alors je me souviens pas du pseudo, mais quelqu'un qui nous disait que c'était le genre de jeu qu'il adorait. C'est Mathieu. C'est Mathieu. Ah oui. Mais oui, du coup, Mathieu, Oui, notre collègue. Donc je le répète de nouveau, si vous avez des questions par rapport à ce qui vient d'être dit, si vous souhaitez un complément, donc nous on va remettre un peu de complément, mais si vous avez des questions d'éclaircissement, vous pouvez nous les envoyer à gaminglab, donc tout en minuscule, @unicamp.fr, UNICAEN. Et
d'un dernier instant promo pour le bootcamp. Donc notre session de formation à la ludopédagogie. Il nous reste encore quelques places, donc vous pouvez de nouveau nous contacter pour vous inscrire. Oui. Moi j'avais un petit, on peut une belle slide. Tu passé une dédicace? Oui, c'était un petit, parce que d'habitude on a une petite rubrique bibliographie, donc je ne vais pas faire un temps dessus. Mais il y a une petite rencontre que j'ai faite la semaine dernière ou la semaine d'avant avec un collègue qui est en sciences du langage qui s'appelle Mathieu Gou, en fait, qui est un collègue à l'université de Caen, à l'UFR des humanités et sciences sociales dans le département des sciences du langage, qui est un spécialiste de la grammaire du XVIIe siècle. Alors, vous allez dire, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Et ben, il a écrit aux presses universitaires de Liège l'année dernière une grammaire des jeux vidéo. Et en fait, c'est une rencontre très sympa. Et je pense c'est pour un peu faire du teasing. Parce on que sera amené à le recevoir, je pense. On le recevra. Et parce que sa démarche, alors lui, plutôt par rapport à l'objet jeu vidéo, de regarder comment parle un jeu vidéo. C'est ça sa question de fond. Et est-ce qu'il y a une espèce de grammaire, des morphèmes, des phonèmes, des trucs... pareil, en fait, on est spécialiste de rien. À chaque fois qu'on utilise des mots un peu techniques, on dit qu'on ne comprend pas. Mais parce que souvent, on s'intéresse à la façon dont on joue, donc le joueur vers le jeu vidéo, et lui, il s'intéresse plutôt au jeu vidéo vers le joueur. Donc, sur une prochaine fois, ça fera un guest de plus qui pourra venir. Et donc ça, c'est de la bibliographie que de toute façon, on vous donnera en complément du replay. Donc voilà, de nouveau, le bootcamp pour la session de novembre. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en profite également, on peut tous remercier Olivier, donc, le technicien audiovisuel ici au CEMU, pour la réalisation. Ah, voilà. Merci Olivier. Pour la réalisation de ce live, puisqu'on est à plusieurs caméras en simultané de nouveau. C'est le lieu, c'est confortable pour nous aussi. Donc merci à toute l'équipe. De nouveau, merci à Florine et Lucie qui switchent de place et aux réponses aux questions, à la réalisation. Donc merci à tous et je vous dis à bientôt, donc dans 3 semaines.